Périphérie, Édouard Zambon. Les abandonnés, ce sont les habitants de ces fameuses cités qu'on appelle aujourd'hui quartiers sensibles et qu'on appelait autrefois les grands ensembles ou les cités dortoirs. Et finalement, c'est un peu les Français de l'après-guerre qui n'ont pas trouvé à se loger. Ce sont aussi les Français d'aujourd'hui qui sont toujours en pleine crise du logement. Xavier Jarcy, journaliste à Télérama. J'écris sur le design, l'architecture, l'urbanisme, quelques sujets périphériques. Et vous êtes l'auteur d'un dernier livre qui s'appelle Les abandonnés, histoire des cités de banlieue. En 1945, on fait de belles promesses. On va reconstruire une France nouvelle, avec des beaux logements, des belles universités, des belles écoles. Et puis finalement, ce projet, on l'abandonne au cours de route. Donc on peut parler d'abandon, effectivement. Malgré le côté spectaculaire des grandes cités d'après-guerre, on n'a pas voulu vraiment faire d'efforts en faveur du logement. Le logement n'intéresse pas les responsables politiques. C'est peut-être quelque chose dans la mentalité française. Le logement, ça doit se mériter. C'est pas un droit. Il faut faire des efforts. Il faut le payer. Le logement n'est pas prioritaire. Il ne fait pas partie du plan Monet ni du plan Marshall. Les Français font plein d'enfants, mais ils n'arrivent pas à se loger. Ils habitent dans des caves, dans des poulaillers. Enfin, c'est vraiment dans des wagons. C'est vraiment catastrophique. J'ai quand même lu des milliers de pages d'archives. Et j'ai vu très peu de textes positifs sur ce projet des grandes cités d'après-guerre. C'est-à-dire que tout de suite, ça part mal. Tout de suite, sur le moment, les gens sont en train de se disent « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Où est-ce qu'on va ? Dans quoi est-ce qu'on est en train de loger les gens ?» Donc on décide de construire des grands ensembles, mais on oublie tout ce qui va avec, tous les équipements. C'est ça le constat de départ. Voilà, on oublie de construire des villes, et on oublie que les villes, c'est pas seulement des logements, ce sont aussi des services publics. C'est une construction intellectuelle et politique. Personne ne sait vraiment qui doit construire les équipements publics. Est-ce que c'est les constructeurs ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est les communes ? C'est un flou général. Ça se passe dans une véritable confusion, et on s'aperçoit que le service public à la française, finalement, c'est un mythe. Et en plus, il fallait payer pour obtenir, je ne sais pas, un bureau de poste. Il fallait avancer les financements, ou une gare, ou enfin, ça se passait vraiment dans l'improvisation la plus totale. Y a-t-il, selon vous, dans ce demi-siècle de reconstruction, une logique de classe ? Oui, je pense que c'est même une guerre de classe, une guerre territoriale. C'est-à-dire que on voit bien ce qui se passe avec la façon dont on a traité le mouvement HLM. Au départ, les HLM, ce sont des organismes publics, mais qui sont libres de leur gestion et qui surtout ne veulent pas fabriquer un habitat de classe. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir loger un petit peu tout le monde. Et peu à peu, les gouvernements successifs limitent le logement HLM à une catégorie sociale particulière, c'est-à-dire les familles avec enfants à revenus modestes. Qu'est-ce que ça permet en fait ? Ça permet d'un côté de mettre les pauvres et de l'autre côté de créer un marché du logement pour les gens qui ont de l'argent, tout simplement. On voit apparaître un certain nombre, y compris dans la sémantique, de mots qui agitent toujours le débat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1954, on voit apparaître dans vos documents le mot de ségrégation. On voit apparaître le mythe de ce qu'on appelle aujourd'hui la mixité sociale. Ces débats, finalement, n'ont jamais été solutionnés, alors que les diagnostics ont été posés depuis plus de 50 ans. Oui, parce qu'en 1945, il y avait quand même le grand espoir d'une société sans classe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont battus pendant la guerre. Donc il y avait vraiment cette conviction qu'on allait construire une France plus égalitaire. Et puis très vite, les gens s'aperçoivent que par un certain nombre de décisions toujours techniques très compliquées, on finit par parquer les gens par catégorie sociale. Des poches de pauvreté qui ont été créées volontairement, enfin en tout cas sciemment,
par l'État, par les responsables politiques de l'époque. Grigny, c'est un exemple d'absurdité en matière d'urbanisme, parce qu'au départ, c'est un village de 3000 habitants, dont la population est multipliée par 10, sur lequel on va construire un grand ensemble HLM, la Grande Borne, imposé par l'État, et de l'autre côté de l'autoroute du Sud, un grand ensemble privé, la plus grande copropriété de France, Grigny 2. C'est une ville qui est mise en faillite à cause de ces décisions étatiques en 1971. Donc dès 1971, la situation est catastrophique. Le Mirail, à Toulouse. Alors le Mirail, c'est Toulouse 2, c'est un espèce de... C'est le Toulouse de l'an 2000 qui est décidé au début des années 60 par le maire de l'époque, Louis Bazerque. Projet pharaonique, alors on annonce tout un tas d'équipements, des bureaux, des cinémas, des théâtres. Tout le monde trouve ça formidable et moins de 10 ans après, rien ne va plus. Tous les équipements promis, évidemment, les habitants ne les voient pas arriver, ils sont mécontents et le maire, Louis Bazerque, est battu aux élections à cause de ça. Sarcelles. Alors Sarcelles, c'est encore autre chose puisque là c'est la Caisse des dépôts qui entre en action, qui à partir de 1954-55 décide de construire du logement populaire et de devenir une sorte de ministre du logement bis. Sarcelles a été très décrié au début des années 60 parce qu'on parlait d'une maladie qui s'appelait la sarcellite. Et finalement, Sarcelles ne s'en est pas si mal tiré que ça par rapport à d'autres quartiers. À Sarcelles, il y a quand même des rues. On n'est pas totalement perdu. Périphérie. Périphérie.fr. Comment expliquez-vous que l'histoire populaire retienne de cette période de l'après-guerre plus l'image d'une épopée de reconstruction que ce que vous en racontez dans votre livre Les Abandonnés, histoire des cités de banlieue? C'est pas du tout ce que disent les archives. J'ai du mal à le comprendre, parce que quand on regarde la presse de l'époque, les textes de l'époque, quand on lit Le Monde, très très vite, à la fin des années 60, cette notion d'épopée a complètement disparu. Ils sont consternés par ce qui se passe dans des villes dans des cités comme les 4000 à La Courneuve. Et à la fin des années 60, il y a des articles pour avertir que les choses sont en train de mal tourner. Donc on est très très loin de l'épopée. On a l'impression à vous lire qu'il y a une assez grande analogie avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Ah oui, on voit que le gouvernement Macron a promis un choc de l'offre en matière de logement. Et qu'est-ce qui se passe? La production est en train de baisser. On multiplie les contraintes à l'encontre des organismes HLM, tout en annonçant qu'on relance le logement. Là, effectivement, c'est toujours cette même idéologie qui consiste à penser que le logement, c'est pas si important que ça, finalement. On peut faire des économies dessus. C'est invraisemblable. Il y a quelque chose d'assez manifeste dans ce que vous décrivez sur les grands projets de grands ensembles. C'est une forme d'entêtement. C'est-à-dire que souvent, avant qu'ils sortent de terre, il y a toujours des gens qui posent l'alerte en disant « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas le faire là, il ne faut pas le faire comme ça ». Globalement, les politiques s'entêtent, le font quand même. Et 25 ans plus tard, on voit que se réalise la prophétie la plus noire qui avait été faite. Oui, mais il y a même des politiques, il y a un ministre qui essaye Pierre Sudreau, début des années 60, qui essaye de faire dévier, d'arrêter un peu cette machine qui est devenue folle. Mais il n'y arrive pas. Un des exemples les plus criants de cet entêtement que vous citez dans votre livre, c'est évidemment Clichy-sous-Bois, où on dit à l'époque, il ne faut pas le faire parce que cette ville va être enclavée. On est en 2019 et la ville est toujours enclavée, le tramway n'y est même pas encore arrivé. Oui, voilà, 1961, un fonctionnaire très haut placé qui dit « Ah mais c'est pas possible, il n'y a pas de transport, c'est complètement isolé, il n'y a pas d'emploi, ça va être une cité dortoir, ça ne marchera pas. » Et pourtant, le gouvernement signe les permis de construire pour ce projet qui est là aussi assez douteux puisque c'est un grand ensemble privé, une fois de plus. On cède complètement devant les demandes du promoteur. La question qui reste en suspens à la fin de la lecture de votre livre, c'est « et les habitants ?»
On a l'impression que jamais, finalement, ils ne sont rentrés dans l'équation du logement. Non, effectivement, c'est un espèce d'urbanisme expérimental dans lequel les habitants sont des cobayes, hein. D'ailleurs, c'est dit plusieurs fois, notamment à l'occasion de la construction de la cité des 4000 à La Courneuve. Il y a une commission qui s'appelle la commission des sites de la région parisienne qui se réunit et qui dit mais le logement, c'est pas fait pour faire des expériences sur les gens. À l'aune de ce demi-siècle d'histoire que vous racontez, comment est-ce que vous regardez la phase dans laquelle on est de programme de rénovation urbaine, nouveau programme de rénovation urbaine qui s'est initié depuis le début des années 2000 avec le projet Borloo? Évidemment, c'est une vision très immobilière des choses, hein. C'est-à-dire que on retape les cités, on essaye d'améliorer un petit peu le cadre de vie, mais c'est pas une vision politique. Enfin, au moins, ça donnait un petit peu d'espoir. Mais ça n'a pas suffi. Là, c'est complètement retombé. Et je pense que le deuxième plan Borloo, si on peut dire qu'il a présenté cette année, aurait eu le mérite de mettre l'accent sur la mise à niveau des banlieues en termes d'équipement public. Donc c'était plutôt une bonne chose. Malheureusement, il ne se réalise pas. Et là, je ne suis pas très optimiste, hein, puisque il y a une accentuation de l'écart entre les quartiers riches et les quartiers pauvres, pour dire les choses de façon un peu schématique. Est-ce que partant des mêmes diagnostics 50 ans plus tard, on recommet les mêmes erreurs? Ah oui, ça revient là. On recommence à diminuer la qualité des logements sociaux. C'est très, très étonnant parce que tout ça revient en ce moment. J'ai l'impression qu'on n'a retenu aucune leçon de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Il n'y a pas de vraie réflexion sur l'urbanisme. L'urbanisme aujourd'hui, qui est-ce qui l'élabore? Ce sont les promoteurs immobiliers et la grande distribution. Ce que vous dites, c'est que finalement, au XXe siècle, la France n'a jamais cherché ou n'a jamais été capable de construire des villes. Elle a construit des bouts de quartiers d'habitat, mais elle n'a jamais pensé la ville. Non, et on est passé de 40 millions d'habitants en 1945 à bientôt 70, sans construire de villes. À part les villes nouvelles, la France a passé son temps à bricoler, effectivement. Moi, je pense qu'il faudrait une action en justice, hein. Il faudrait poursuivre l'État pour non-respect du principe d'égalité des citoyens devant le service public. Tant que ça n'arrivera pas, on ne s'en occupera pas. Périphérie.fr